Ce gouvernement rendrait le Conseil des ministres public. Mais comment? Et surtout, pourquoi? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Bienvenue à cette ultime quart de finale du championnat national de débat parlementaire. À ma gauche, je n'en doute pas, ils ont conçu un projet béton pour nous convaincre de voter pour cette mesure. Je vous demande d'applaudir le gouvernement de Révolte-toi Assas. Mais déjà à ma droite, ils s'agitent car ils ont trouvé les failles de votre projet, cher gouvernement, et ils comptent bien les exposer. Également des applaudissements pour l'opposition, le Club Genevois de débat. Un bon match ne saurait commencer sans un bon rappel des règles, je vais donc m'y coller une fois de plus. Vos discours ne peuvent pas durer moins de 4 minutes 45, ni plus de 5 minutes 15, sous peine d'entrer dans le temps éliminatoire. Pour vous aider à vous repérer dans ce temps, à 1 minute de discours, je taperai sur la table. Ce symbole marque l'ouverture des questions. À partir de ce moment-là, un orateur de l'équipe adverse peut se lever. Je choisis quand est-ce que je réponds à sa question, dans la limite de 4 minutes, car à 4 minutes, je taperai une nouvelle fois pour indiquer la fermeture des questions. Il n'est plus possible de prendre de questions à ce moment-là. Et si un orateur n'a pas répondu à au moins une question entre 1 minute et 4 minutes, à nouveau, faute éliminatoire. Vous avez le droit, si vous le sentez, de prendre plus d'une question, c'est autorisé. À 4 minutes, plus de questions possibles. À 4 minutes 45, je dirais veuillez conclure. Cela vous indique que vous entrez dans le temps réglementaire. À partir de ce moment-là, si vous arrêtez de parler, tout va bien, le match continue. Et à 5 minutes 15, en revanche, je dirais veuillez vous rasseoir. Et là, c'est un petit jeu qui s'engage. Si j'arrive à finir mon veuillez vous rasseoir avant que vous finissiez votre discours, vous êtes dans le temps éliminatoire. Mais si vous terminez de parler avant que je termine le veuillez vous rasseoir, tout va bien, temps réglementaire. Nous sommes en quart de finale, vous n'avez donc plus le droit d'avoir de chronomètre au pupitre. Et comme avant, vous n'avez pas le droit d'avoir d'objets électroniques sur les bancs. Donc merci de ranger tout ce qui est téléphone, montre connectée, iPad, Nintendo Switch, tout ce que vous pouvez imaginer. On le laisse dans le sac. Est-ce que j'ai des questions sur le déroulé du match? Tout va bien, tout est clair. Et bien dans ce cas-là, nous allons pouvoir commencer. Et dès que je me serai rassis, oui, une question. Ah. Peut-être tu l'as dit. Dis-moi. On essuie le cas échéant, le temps de question, de questionnement est posé dans très bonne question. Donc au moment où la question commence d'être posée, je stoppe mon chronomètre. Donc tout le temps de la question n'est pas décompté de votre temps de discours. En revanche, dès que la question est terminée, je le relance. Donc toute réflexion que vous prenez pour répondre, elle fait partie de votre temps de discours. Super. Voilà, et c'est le cas pour toutes les questions. Parfait, incroyable. Et bien ceci étant dit, il va être temps d'appeler le Premier ministre. Est-ce qu'on peut me signaler si les jurés sont bien prêts à écouter? Tout à fait. Qui sont Ils m'ont à dit distance. qu'elles étaient présentes sur le live en distanciel. Donc je serai le seul juré en présentiel, mais nous avons Valentine et Inès qui vous jugent depuis leur ordinateur respectif. Et donc, pour commencer ce débat, j'appelle, il est déjà présent, le Premier ministre du gouvernement, Ferdinand Spicer. Ce qui est inconnu ne peut pas être compris. Ce qui n'est pas compris ne sera jamais accepté. La politique telle que nous la connaissons va mal. Les Français perdent confiance en notre système qu'ils perçoivent comme distant, opaque et déconnecté. Cette vision est d'autant plus exacerbée par une défiance des Français envers l'exécutif, qu'ils voient comme l'expression d'un régime technocratique aveugle aux problématiques de leur quotidien. La rupture entre le gouvernant et le gouverné est consommée. Les Français ont l'impression que les décisions prises par l'exécutif s'imposent à eux sans appel, qu'elles sont le fruit d'un arbitraire, autant tout sentiment d'être représenté. Et pourquoi ce sentiment de non-représentation? Tout simplement parce que le processus décisionnel est lui-même invisible. Quand le gouvernement prend une décision, les Français n'en voient que le résultat et jamais leur construction. Ils se contentent d'un maigre compte-rendu. Des délibérations, terreau idéal à la spéculation et à la déformation. En définitive, le peuple français se sent dirigé par des John Doe, des étrangers fondamentalement. La défiance s'installe et ce dernier tombe dans les bras des populistes qui les persuadent que 2 et 2 font 5, alors que vous le comprenez bien, l'équation est plus compliquée que ça. Le cœur du problème est bien là,
le manque de visibilité dans le processus décisionnel. Et c'est dans un objectif de transparence et de sincérité que le gouvernement fait le choix d'une réforme simple et forte, rendre public le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est l'organe de l'exécutif, dans lequel se réunissent les ministres, le Premier ministre et le Président de la République, pour déterminer la politique de la nation. Il délibère, adopte les projets de loi, nomme certains hauts fonctionnaires et prend des décrets. C'est une réunion dédiée au cadre général de l'action gouvernementale et à sa coordination. Actuellement, les discussions qui ont lieu sont parfaitement opaques. Ce qui est traité en Conseil des ministres ne fait que l'objet d'un bref compte-rendu et d'une conférence de presse. Ainsi, les décisions sont exposées, mais pas les discussions. Le Conseil des ministres, cœur battant de l'exécutif, devient alors l'angle mort de la démocratie. Désormais, les discussions qui y ont lieu seront filmées et retransmises publiquement. Le compte-rendu déjà existant subsistera et les enregistrements des débats disponibles sur les plateformes officielles. Très bien, monsieur, vous avez une question. Lorsque, monsieur le Premier ministre... Lorsque, monsieur le Premier ministre, des secrets d'État seront évoqués en Conseil des ministres, est-ce que vous comptez caviarder le compte-rendu pour protéger les intérêts de la nation ? Monsieur, vous pensez sérieusement que c'est devant le ministère de l'Agriculture qu'on va discuter du renouvellement de l'arsenal nucléaire ? Évidemment que non. Il existe des conseils restreints, des conseils notamment les conseils de défense, où sont discutés les points stratégiques et sensibles. Un ministre n'a pas la même habilitation de sécurité qu'un autre ministre. Et c'est pour cela que le Conseil des ministres est un lieu de coordination et pas un lieu réellement où tout ce qui est stratégique et important est décidé. Comme je l'ai dit, les conseils restreints, à l'instar des conseils de défense, qui traitent des difficultés sensibles et exclusives au ministère stratégique, ne seront pas concernés par cette mesure, et les débats en Conseil des ministres retrouveront leur opacité dans des cadres exceptionnels, à l'instar des conseils convoqués et pendant le déroulement d'un état d'urgence. Monsieur le ministre du Renouveau démocratique, Joseph Pradel, vous démontrera ainsi que la publicité accrue du Conseil des ministres permettra de responsabiliser ces derniers. Le ministre qui s'exprime publiquement devra être irréprochable sur tous les angles. Les mesures devront ainsi être mieux préparées et mieux expliquées. Et comme la compréhension est le préalable nécessaire à toute justification, Madame la ministre des Relations entre le public et l'administration, Garance Basquin, vous prouvera que la transparence des débats en Conseil des ministres permet de légitimer l'action gouvernementale et créer les conditions d'une confiance entre les Français et le pouvoir exécutif. Ainsi, le fait de rendre public, accessible et intelligible les décisions et leurs discussions dans leur entièreté rend ces dernières résistantes à la désinformation, affaiblit les populismes et restaure la confiance des citoyens. La politique va mal en France. Et la France n'a pas confiance en son gouvernement ? Par une publicité renforcée du principal organe de délibération de l'exécutif, nous explicitons les décisions. Nous responsabilisons ceux qui les prennent et nous légitimons l'action du gouvernement. Le Conseil des ministres, angle mort de notre démocratie, en deviendra alors le phare. Face à un manque de lisibilité de l'action des pouvoirs publics qui nuit à notre démocratie, nous lui opposons la transparence qui lui est vitale. On ne pourra jamais demander au peuple français d'accepter ce que l'on refuse de lui montrer. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Pour vous répondre, j'appelle le chef de l'opposition, Sika Bienbi. Paul Kivigère. Ah, ils sont pas dans l'ordre que vous m'avez donné ? Bon, bah, Paul Kivigère alors. Vous m'avez donné. Dans ce cas, rapidement, avant qu'on commence, est-ce que l'opposition peut me redonner l'ordre de passage de ces orateurs ? Paul Kivigère, Sika, Florestan et Luna. Paul, Sika, Florestan, Luna. C'est extrêmement clair. Monsieur le chef de l'opposition, c'est quand vous voulez. Mes chers ministres, estimés collègues de l'opposition, je me passerai dans mon préambule du vitriol protocolaire, car l'heure n'est pas au quolibet acerbe, mais à la clarification urgente. Vous faites une erreur, messieurs,
On pourrait la qualifier de grossière, d'amateur, de dangereuse. Je me contenterai, par charité, de dire qu'elle est fondamentale. Et je soulignerai une certaine ironie. Il semble n'y avoir personne au Conseil des ministres qui sache à quoi serve le Conseil des ministres. En effet, d'un organe de gouvernance, vous faites une agence de publicité. Vous recréez, pour ainsi dire, le poste de chargé de communication et vous l'étendez à chaque membre du ministère. Notre problème avec votre projet est assez simple. Voyez-vous, mes chers ministres, mes chers collègues, la République est une énorme horloge. Elle ne peut tourner que si les petits engrenages veulent bien s'imbriquer. Dans cette mesure, il est très important que chacun connaisse sa place. Et la place que nous avons déterminée dans l'ordre républicain, c'est que les électeurs élisent leurs députés et un président. Le président nomme le Premier ministre, qui lui-même se compose un cabinet. Or, en voulant faire du Premier ministre une personne publique, vous bousculez cet ordre. Il est possible de changer l'ordre établi si on admet qu'il y a nécessité, mais à le faire trop hardiment, nous risquons de détruire toute la machine. Les objections que présenteront mon opposition sont au nombre de 3. La première, qui sera la mienne, est d'abord une disparition du secret d'État. Vous y avez déjà répondu, mais j'insiste, votre mesure l'attend tout de même. Ensuite, monsieur le député Siki Abienbi vous montrera que le Conseil des ministres, comme le conclave romain, doit, s'il veut être à l'abri des pressions du public, se faire dans la sécurité. Je prends votre question. Monsieur le député, en quoi votre position ne revient-elle pas à dire que la démocratie fonctionne mieux lorsque les citoyens ne voient pas comment on décide pour eux ? Monsieur le Premier ministre, les citoyens savent comment on décide. Le compte-rendu existe, même si vous n'arrêtez pas de diminuer son importance depuis le début. Le porte-parole du gouvernement existe aussi. Il y a des vecteurs de communication. Que vous les jugiez insuffisants, je le conçois, mais cessez de nier leur existence. Ensuite, monsieur le député Florestan Teta vous montrera que et enfin, madame la rapporteure générale de l'opposition, madame Luna Martin, vous éclairera sur toutes nos objections et répondra à vos éventuels doutes. Je n'ai là-dessus aucune hésitation. Renons maintenant le cas évident... Ah, ça y est, excusez-moi, ça m'est revenu. Brisons le protocole. Monsieur le Florestan vous expliquera pourquoi votre projet contrevient à l'ordre constitutionnel et demande une refondation complète de notre ordre politique que vous ne proposez pas. Revenons maintenant dans le bal en tant que tel. Revenons maintenant à la question du secret d'État. Vous avez mentionné, monsieur le Premier ministre, et c'est tout à votre honneur, l'existence de conseils spécialisés, l'existence de réunions d'urgence où les matières réellement sensibles sont abordées. Oui, mais tout un arsenal, pour faire un mauvais jeu de mots, de petites décisions qui vous paraissent d'importance secondaire peuvent être exploitées par des acteurs du secteur privé. Une discussion sur une potentielle nationalisation fera l'objet d'un délit d'initié. La discussion d'éventuels projets culturels de grande envergure peut intéresser les groupes terroristes. Ce que vous estimez comme étant secondaire, pas important, pas d'importance stratégique, sera exploité. Nous-mêmes, parlementaires, qui sommes élus pour faire la loi, qui sommes mandatés par le peuple pour porter sa voix, eh bien, nous ne demandons pas à avoir accès au compte-rendu du Conseil des ministres. Parce que nous savons très bien qu'une petite bribe d'information sera revendue par des collègues peu scrupuleux aux monarchies du Golfe. Nous savons très bien que certains lobbyistes peu scrupuleux auraient alors les moyens de récupérer des informations précieuses à leurs affaires. Et nous sommes élus pour le peuple. Je reprendrai les mots du Premier ministre. La démocratie marche bien quand personne ne sait ce qui se passe. Pour vous paraphraser. La démocratie marche bien quand les organes accomplissent la mission pour laquelle ils ont été prévus. Si nous voulons faire du Conseil des ministres un organe de presse, alors il sera peut-être temps de le renommer. Et veuillez conclure. Ce que nous voulons, nous, c'est une balance, une saine mesure dans la réforme pour que les objectifs que vous souhaitez et qui sont désirables soient réellement protégés. La voix des Français doit être entendue, elle doit être entendue correctement. Merci.
La parole retourne au gouvernement avec son ministre du Renouveau démocratique, Joseph Pradella. La fabrication d'aspirateurs fonctionne beaucoup mieux lorsque les ouvriers qui les produisent sont observés dans les mêmes conditions plutôt que lorsqu'ils sont seuls. C'est une théorie qui a émergé au XXe siècle et qui s'appelle l'effet Hawthorne. En bon ministre français, vous devez pardonner mon accent anglais. Et donc l'idée qu'il y a derrière cette théorie, c'est que lorsqu'on est observé, on produit avec plus de qualité. Ce que nous voulons donc ici, c'est rendre le débat du Conseil des ministres public. Je précise, puisqu'apparemment nous ne savons pas ce qu'est le Conseil des ministres, et que vous avez même un député spécialement prévu pour les règles constitutionnelles, eh bien sachez que aux articles 13, 39 et 49 de la Constitution sont précisés quel est le rôle de ce Conseil des ministres. C'est en 3 mots, la discussion des projets, des décrets et des nominations. Donc nous pensons que rendre public le Conseil des ministres engendrera une volonté d'être plus clair, ce qui aboutira à une réflexion de meilleure qualité. Nous sommes partis d'un constat assez dramatique. C'est que nous, gouvernement, n'avons pas d'interface pour exprimer clairement les motifs qui justifient les décisions que nous prenons. Il y a l'Assemblée nationale, mais vu le cadre actuel et les huées, le brouillon, l'ambiance des hémicycles, ce n'est évidemment pas propice à une discussion. Il y a aussi les journaux télévisés, mais un JT n'est ni neutre, et en plus c'est un cadre officieux et pas centralisé. Et je prendrai votre question. Monsieur le ministre, vous affirmez que le gouvernement aujourd'hui n'a pas d'interface claire avec la population. À quoi sert alors, dites-moi, le porte-parole du gouvernement ? Eh bien monsieur, le porte-parole a un rôle très précis, c'est de résumer ce qui est dit en Conseil des ministres. Autrement dit, expliciter le compte-rendu du Conseil des ministres. Mais nous, ce n'est pas ça dont il est question. Nous voulons rendre publiques les délibérations, c'est-à-dire la machine à construire les décisions, ce qui est donc tout à fait autre chose. Mais donc, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas en effet d'interface. Par exemple, personne n'a compris la réforme des retraites. Et ça n'est pas du tout un secret d'État, cette réforme des retraites, que personne n'a compris. Alors, il en découle un problème au niveau du contrôle démocratique. Parce que, comment contrôler ce que l'on n'arrive pas à comprendre? Comment un professeur de philosophie pourrait corriger une copie de maths? Ici, c'est la même chose. Et donc, il y a en conséquence, puisqu'il y a une incompréhension de la part du peuple et de ses représentants, un désintérêt envers les décisions prises en Conseil des ministres. Et donc, il en découle un cercle vicieux qui est une perte de qualité des mesures. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous insérons cet effet Hawthorne en rendant public le Conseil des ministres. En réalité, ça n'a rien de révolutionnaire comme vous le dites. Depuis 40 ans déjà, nous avons cette lame de fond qui est de rendre public les décisions, les institutions. En 1978, on a eu une décision rendant obligatoire la publication des décisions d'administration. En 2016, la publication du code de justice, du code des relations entre l'administration et le public. Voilà, c'est une trame de fond, et donc notre mesure s'inscrit tout simplement dans la continuité, nous perpétuons cette tradition. Donc, en rendant public ce Conseil des ministres, nous donnons un cadre au gouvernement pour exprimer de façon neutre, officielle, les délibérations. Et donc, justifier à quel point les avis sont pondérés en réalité. Et la conséquence aussi, c'est que chaque mot qui sera dit rendra plus responsable la personne qui les prononce. Par ailleurs, dans un monde où la désinformation, les fake news circulent à foison, mais quoi de mieux qu'un cadre idéal, officiel, un canal officiel pour promouvoir et affirmer les idées du gouvernement. Et donc, là aussi, puisqu'on comprendra mieux la position du gouvernement, eh bien le peuple et ses représentants pourront mieux comprendre, mieux saisir les intérêts, donc il y aura un regain de l'intérêt pour ces décisions, et puis surtout, l'Assemblée pourra mieux comprendre et aussi mieux ajouter, il y aura une plus-value dans la discussion avec le gouvernement. Et finalement, et c'est là le principal, nos mesures seront donc
plus qualitative. Rendre le Conseil des ministres public, ça n'est donc certainement pas rendre ouvert au public des secrets d'État. Pas du tout. Puisque ceux-ci, comme on vous l'a dit, seront Veuillez conclure. délibérés ailleurs. En fait, c'est un gage de responsabilité. C'est mettre les ministres face à une exigence qui est simple, mais claire. Soyez à la hauteur, ou taisez-vous. Il est à présent temps d'écouter le député 1 de l'opposition, Sika Bienbi. Messieurs les membres du gouvernement, très chers membres de l'opposition, veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. Monsieur Joseph Farrell, dans son propos tout à l'heure, Monsieur le ministre Joseph Farrell, dans son propos, présentait différents points qui posent à réflexion. Notamment, il dit, pour être plus clair, pour avoir des réflexions de bonne qualité, le gouvernement doit rendre de manière transparente ses décisions. Et la chose la plus innovante qu'il trouve à dire dans son positionnement, c'est de dire que les délibérations seront publiques. Bravo. Si votre position, c'est de diviser les Français, bravo. Si votre position, c'est de morceler la société française, bravo. Je ne crois pas que cela soit votre objectif. Puisque les pays nordiques tels que la Norvège, la Suède, eux, dans leur démarche, considèrent que la délibération est tellement sensible qu'il faut la conserver, la garder, la rendre secrète. Mais dans votre position, vous montrez tout l'inverse du débat. Qu'en est-il de la solidarité gouvernementale? Au sein du gouvernement, on le sait, les positions sont tranchées, les avis sont partagés. On n'est toujours pas tout à fait d'accord sur des positions. Mais lorsque nous prenons des positions assez pertinentes et distinctes et que cela est public, évidemment, les Français vont reconnaître en vous un gouvernement qui n'est pas soudé, qui n'est pas aligné vis-à-vis de ses propres valeurs. Messieurs les membres du gouvernement, je pense que cette décision mérite d'être révisée. Et tant que l'opposition sera toujours forte et solide, cette décision ne passera pas. En ce qui concerne mon argumentation, je vous parlerai de ce public que vous ne définissez pas. On veut rendre une décision publique, mais le public n'est pas défini. On n'a aucune définition de ce public. Comment vous la voyez, ce public? Je pose votre question volontiers. Monsieur le Député, vous invoquez la nécessité de solidarité et de secret en Conseil des ministres. Mais pouvez-vous nous donner un exemple de décision prise en Conseil des ministres qui mériterait un secret? J'aimerais blâmer après une telle question. Mais le problème ici qui se pose, c'est que la délibération n'est pas quelque chose de public. Lorsque dans ce gouvernement actuel français, on considère que la délibération, on publie, autant pour moi, on publie en fait une fenêtre du Conseil des ministres. Et cette fenêtre-là, elle ne mentionne pas les délibérations. Et je ne pourrais vous donner une réponse assez efficace en ce sens, parce que ça reste du secret des dieux. Je reprends votre question. Bien évidemment que c'est toujours comme ça avec le gouvernement. J'avance. Ma position sera donc de vous dire, messieurs, que la foule n'est pas un sujet plastique en politique. C'est une foule qui se discute, c'est une foule qui a des positions tranchées. Et dans le cas de certains spécialistes que les sociologues, Lazarfeld par exemple, ils montrent que le public reçoit l'information en fonction de comment elle se définit. Et elle se définit en fonction de sa croyance, en fonction de sa classe sociale. Et en fonction de cela qu'elle reçoit l'information et elle s'empare de l'information. Dites-moi, rendre l'information publique, ce n'est pas quelque part livrer l'état de droit sur un plateau d'or à tout ce qui peut nuire à cet État? Est-ce que ce n'est pas renforcer les dits de l'opposition lorsqu'on a un gouvernement en face de nous qui n'est pas solide, qui montre son désarroi quand une information est publique, quand un conseil de ministres est public? On se perd. Et ce gouvernement veut se perdre. Mais nous opposons. Une délibération publique non filtrée ou filtrée n'exclut pas les débats ou encore les prises de décisions difficiles. Parce que la société française, nous la connaissons. Quand elle n'est pas d'accord, elle manifeste. Elle ne sont pas des rues. Et vous voulez paralyser la vie des Français. Vous voulez paralyser l'état de droit français. C'est ça votre loi, dans le fond. Rendre une information publique, ou encore que ce soit sécuritaire ou non, c'est vouloir de manière indirecte paralyser l'évolution de la République française. Et pour ça, nous disons non.
L'objet public devient donc symbole de distorsion au sein de la société. Mais l'un de mes deuxièmes arguments, c'est de dire que l'objet public se transmet dans des sphères assez privées. Lorsqu'une information devient trop publique, les vraies questions, le vrai laboratoire de prise de décision se refait à d'autres endroits. Et vers d'autres endroits, on trouve des personnes qui, eux par exemple, seront très très ravis de pouvoir soudoyer le gouvernement dans des sphères qu'on ne va pas maîtriser. Par exemple, au bord d'un bon dîner, dans des restaurants. Et ça, le public n'aura pas assez. Une décision déjà formée viendra et sera dite de manière publique. Oui, la politique n'est pas transparente, pas parce qu'on la rend publique, mais le mécanisme change. Et la transparence, elle passe du secteur public dans les sphères privées. Et c'est ça que votre loi nous démontre. Et c'est ça la faille de cette loi que vous voulez faire voter. Veuillez conclure. Ce vide se placera et il sera plus difficile à contrôler au sein de la population. Le conseil sécurisé, on ne nous dit pas qui sera donc les membres de ce conseil sécurisé. Vous voulez faire quelque chose de public, mais vous n'avez pas des arguments aussi assez solides pour montrer que qui, par exemple, va composer ce gouvernement secret ou encore ce que j'appelle ce secret des dieux. Alors, cette transparence, elle est à double niveau. Elle est Veuillez vous rasseoir. Merci. À présent, place à la ministre des Relations entre le public et l'administration, Garance Basquin. Vous rappelez-vous de cette armoire que l'on a tous eue dans notre chambre quand on était petit? De jour, pas de problème. On la connaît et on la tolère. Mais de nuit, dès que la lumière s'éteint et qu'on n'en voit plus que l'ombre, elle nous fait peur, alors qu'on la connaît, cette armoire. Ces peurs sont en réalité une réaction biologique du cerveau humain. Ce que le cerveau ne voit ou ne comprend pas entièrement, il le complète sous un angle négatif, parce que le cerveau humain n'aime pas le vide. Le pendant de ce mécanisme, c'est qu'il est très difficile d'extrapoler ou d'avoir peur de quelque chose qui est entièrement révélé. Et c'est justement sur ce principe que se fonde notre gouvernement. Mettre l'action du Conseil des ministres en pleine lumière afin de garantir la confiance des citoyens dans le gouvernement en lui permettant d'avoir un accès complet, sans tri, aux séances du Conseil des ministres qui, je vous l'assure, est un organe de décision. Rendre public, vous ne l'avez pas compris, je vous le redis donc, c'est tout simplement instaurer une chaîne de retransmission des séances du Conseil des ministres, tout comme la chaîne parlementaire existe déjà et retransmet les séances à l'Assemblée nationale. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans notre démocratie, c'est qu'on est face à un paradoxe. Le gouvernement est un organe normatif non élu, qui doit donc légitimer de manière accrue ses actes. Le Conseil des ministres, c'est l'instance où le gouvernement détermine les grandes orientations politiques du gouvernement. C'est donc absolument crucial. Et pourtant, ces séances sont encore privées. Il n'est donc pas possible d'exercer un contrôle démocratique, alors que les sujets débattus en Conseil des ministres, contrairement à ce que vous avez voulu nous faire croire, ce ne sont pas des secrets d'État, ce sont des sujets qui importent aux Français. Le pouvoir d'achat, la question des agriculteurs, c'est ça qui se passe au Conseil des ministres. C'est pas de savoir, comme on vous l'a déjà dit, c'est pas de savoir si on renouvelle l'arsenal nucléaire. Oui, je prendrai votre question. Merci beaucoup. Pensez-vous que des sujets aussi complexes peuvent être compris par tous? Ne pensez-vous pas que finalement, si les ministres utilisent des sujets trop techniques et trop rapidement, ça risque de desservir justement le gouvernement? Merci. Alors, je suis vraiment surprise de la part d'un député qu'on me pose cette question, parce qu'en fait, vous partez du principe que le français est stupide. C'est-à-dire qu'il ne peut pas comprendre les sujets techniques du gouvernement, donc il vaut mieux ne rien lui dire, plutôt que d'essayer de rendre les choses publiques, rendre les choses intelligibles, accessibles, afin qu'il puisse exercer sa mission de citoyen dans une démocratie. Vous partez du principe qu'il n'est pas capable de comprendre, donc autant rien lui dire et décider pour lui. Elle est belle, votre vision de la démocratie, chère opposition. Parce que la conséquence de ce manque de transparence, c'est que le gouvernement est perçu comme un organe arbitraire, déconnecté des citoyens. La logique est similaire à celle des parents qui imposent des limites aux enfants. Si on leur dit pas pourquoi, on a l'impression qu'ils le font exprès, pour nous embêter. Si je prends l'exemple, nous avons cité la réforme des retraites, mais il y a aussi l'idée
la loi sur la taxe carbone qui a créé le soulèvement majeur des Gilets jaunes. La question, c'était pas un problème de décision, comme vous l'avez dit. Non, non, la décision a été faite. Le problème, c'était que le Français n'a pas pu comprendre. On ne lui a pas expliqué. On lui a imposé. Et un compte-rendu, c'est partiel. Ça se manipule. Comment voulez-vous avoir confiance dans un compte-rendu où on choisit ce qu'on met dedans? Avec une retransmission en direct, on verra tous les débats, tous les motifs, peut-être les désaccords aussi. Et c'est ça qui permettra de récupérer, de réinstaurer la confiance des Français dans leur organe gouvernemental. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Il n'y a pas de transparence, donc il n'y a pas de confiance. Fut un temps, l'opacité se justifiait pour garantir une unité et une efficacité gouvernementale. Mais aujourd'hui, cette époque gaulliste est révolue. Aujourd'hui, on est dans une époque de crise politique. Les Français ont besoin d'avoir confiance en leur exécutif et donc ont besoin de transparence. Ça ne sert à rien de présenter un front gouvernemental uni si, in fine, les Français ont l'impression que ce front est contre eux. Parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas compris, vous avez dit que la division découlait de la publicité. Non. La division, elle découle des zones d'ombre, de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on cache ou de ce qu'on a l'impression qu'on nous cache. C'est ça le terreau fertile pour les idées complotistes et populistes, le sentiment que le gouvernement cache, manipule, ne donne qu'une partie de ce qu'il pense. Et c'est dans ce secret-là que les lobbies, les intérêts privés ont du succès. Parce qu'au moins maintenant, s'il y a des intérêts privés qui sont en jeu, mais ça se verra parce que nous aurons accès à ces séances. La transparence permet d'améliorer la confiance dans le pouvoir gouvernemental et donc de légitimer le pouvoir gouvernemental. C'est justement ce qui se passe dans les démocraties nordiques. Tout est public, en Suède par exemple, et justement, on le salue. La publicité va faire du Conseil des ministres un réel enjeu de légitimation de la politique gouvernementale. Les ministres n'auront pas intérêt à se cacher, ils auront intérêt à utiliser ce mécanisme de publicité pour justifier leur politique, parce qu'un ministre, ça a pour intérêt de rester au pouvoir, donc d'avoir confiance, de montrer qu'il est compétent, pas de faire des cachotteries dans le coin comme vous voulez le penser. Notre gouvernement veut faire de la transparence le principe et de l'opacité l'exception pour garantir une unité nationale. Nous ne voulons plus d'un gouvernement que les Français ont appris à craindre, à imaginer menaçant. Nous voulons un gouvernement en qui les Français peuvent placer leur confiance. Et pour ce faire, la transparence sera notre fer de lance. J'appelle à présent le deuxième député de l'opposition, Florestan Teta. Ah, est-ce que j'aimerais pouvoir vous faire un cours d'histoire constitutionnelle et même un cours d'histoire de France tout court. Parce qu'aujourd'hui, des âneries, nous en entendons. Alors, premièrement, laissez-moi mettre quelque chose au clair, mais très rapidement. Non, les Français ne sont pas stupides. J'espère bien que personne ici ne pense cela. Non, ils ne sont pas stupides et c'est bien pour cela qu'ils comprennent que votre loi est vide de sens. Pourquoi est-elle vide de sens? Car ce qu'aujourd'hui, en réalité, ce que vous nous proposez à nous les Français, car oui, nous sommes Français aussi, en réalité, c'est de dénaturer le Conseil des ministres. Oui, parce que je me vois contraint de vous le rappeler, mais on va réexpliquer ce qu'est un Conseil des ministres. Je crois que c'est nécessaire. Un Conseil des ministres, c'est l'endroit où tous les ministres prennent parole sur leur projet de loi, où on délibère. Et par définition, une délibération, c'est à huis clos. C'est pour ça que le jury ira délibérer en privé. Oui, on délibère. Ensuite, effectivement, on nomme des hauts fonctionnaires, on nomme des officiers dans l'armée. Et oui, dans l'armée, il y a la dissuasion nucléaire. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour le Conseil des ministres? Effectivement, on prend des grandes décisions pour la nation. Et ce qu'on calcule dans le Conseil des ministres, ce sont les intérêts de la nation. Et les intérêts de la nation, ils sont plus grands que la télévision. Je prends votre question. Merci monsieur. Si la protection des délibérations justifie l'opacité, pourquoi est-ce que vous ne fermez pas également les débats parlementaires? Merci Madame la Ministre pour votre question, et je pense que le problème de fond que vous venez à nouveau d'expliciter est le terme d'opacité. Non, il n'y a pas d'opacité dans un Conseil des ministres, il y a de la discrétion, c'est toute une différence. Les lobbies sont de l'opacité, les petits restaurants au coin de Georges, oui, alors là c'est de l'opacité. Non, le Conseil des ministres, c'est de l'honneur, c'est de la grandeur, c'est de la verticalité du pouvoir, et c'est là où on en revient au gaullisme, mais c'est mon dernier point de réfutation. Oui, la France aujourd'hui est en crise, et c'est bien pour ça que nous avons besoin de gaullisme. Car, à ma connaissance,
le général de Gaulle nous a sortis de la crise. Aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, in fine, aujourd'hui, est de savoir si nous voulons garder le peuple comme pouvoir constituant de notre République, ou si nous voulons transformer l'opinion médiatique en pouvoir constituant de la République. Car ce que votre réforme propose, in fine, et c'est là qu'elle est insidieuse, c'est d'amalgamer les dires des ministres avec l'opinion médiatique, et ça pose la question fondamentale de la responsabilité. Devant qui le gouvernement est-il responsable? Eh bien, je pense que cela aurait dû être traité bien plus tôt, mais oui, le gouvernement n'est responsable que devant une seule instance, le Parlement. Le Parlement, à travers les articles 20, 49 et 50 de notre très chère Constitution. Et maintenant, vous essayez de faire en sorte que le Conseil des ministres soit le reflet de tous les petits dires, de toutes les petites pensées des ministres, mais non. Un Conseil des ministres, par définition, se tient entre ministres. Et avec le président de la République, bien entendu. Donc non, le gouvernement n'est responsable que devant le Parlement qui représente le peuple, la boucle est bouclée. Le danger que cette question de la responsabilité pose est le suivant. Le danger est le suivant, à savoir que, in fine, les paroles du ministre deviennent une girouette. Que les propos du ministre s'alignent sur le Mistral. Que les idées du ministre s'alignent sur la Tramontane. Et oui, qui fait que finalement les opinions du gouvernement ne se tordent qu'au vu du vent. Voilà, ce que vous proposez, in fine, c'est de monter l'opinion médiatique en opinion du gouvernement. Et ça, c'est dangereux, et ça, nous l'avons déjà constaté. Je vais vous rafraîchir la mémoire. 2005, le référendum sur le traité de Maastricht. Les médias, tous les médias, toute la classe politique, quasiment, étaient pour. Et finalement, le peuple, pouvoir constituant, qui n'est pas stupide, encore une fois, a voté contre. Et ce que vous proposez aujourd'hui, c'est d'entériner constitutionnellement ce principe. Et là est le danger fondamental de votre proposition. Là est la dénaturalisation fondamentale du Conseil des ministres que vous proposez, in fine, de dénaturer. Encore une fois, de dénaturer. Car oui, nous avons eu de la chance. En France, nous avons eu de la chance d'avoir comme legs une constitution qui fonctionne. Une constitution qui s'est fondée sur la crise que vous évoquiez. Une constitution qui a entériné des principes qui ne marchent que par la grandeur des hommes et des femmes qui les appliquent. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien que toutes les Françaises et les Français qui nous regardent comprennent bien ceci. Ces principes sont grands. Ce fonctionnement est grand. Ce qui n'est pas grand, c'est l'application qui en est faite. Et aux dernières nouvelles, nous sommes l'opposition, vous êtes le gouvernement. Pour conclure la prise de parole du gouvernement, j'appelle son rapporteur Matteo Jacob. Laissez-moi vous expliquer notre mesure. Ce silence gênant, c'est le même que celui qui entoure le Conseil des ministres. Il n'explique rien, il comprend rien, et là vous l'avez bien ressenti. Alors, on nous demandera de nous l'expliquer par la raison d'État. Et ça le justifie effectivement très bien dans une monarchie de droit divin, mesdames et messieurs. En démocratie, la raison d'État n'a plus sa place. Nous ne sommes plus aujourd'hui à l'ère du général de Gaulle ou du cardinal de Richelieu, contrairement à ce que vous nous dites. Car aujourd'hui, nous traversons des crises majeures, qui justifient précisément la réforme du gouvernement, comme l'a très bien exposé notre Premier ministre. Et alors là, l'opposition nous dit que non. Par 3 variantes, elle nous expose un grand danger. Parce qu'elle ne fait que ça, finalement, exposer un grand danger. Qui peut-être d'ailleurs témoigne de la vision populiste de l'opposition que nous n'arrêtons pas de fustiger et contre laquelle nous érigeons notre mesure. Parce que le premier danger qu'on nous expose, c'est de nous dire que le Conseil des ministres va être transformé d'un organe de gouvernance
il va devenir un organe de publicité. Non, plus précisément, ce qu'on vous expose, c'est qu'il va devenir un organe de débat public, ce qui est le fondement de la démocratie. Pour justifier que ce soit une mauvaise idée, d'ailleurs, on va nous parler de nationalisation et de culture qui pourrait donner lieu à des crises terroristes. Encore une fois, on agite le drapeau de la peur. Mais, mesdames et messieurs, les nationalisations et la culture sont déjà débattues à l'Assemblée nationale et nous nous en portons pas mal, mais vous ne devez pas être au courant. Monsieur, je vous en prie. Monsieur le rapporteur général du gouvernement, vous nous dites que votre mesure vise à transformer le Conseil des ministres en lieu de débat public. Pourquoi vouloir recréer une deuxième Assemblée nationale ? Bien, parce que précisément, ce qui est débattu dans l'exécutif et au sein de l'Assemblée nationale sont deux enjeux différents. Et aujourd'hui, on retrouve une forme de confiance plus importante au Parlement et plus faible à l'exécutif. Notre mesure vise à égaliser les conditions du débat public et à permettre à ce que la confiance renaisse au sein de l'exécutif. C'est précisément l'enjeu. Parce que le danger réel, qui est celui que vous négligez, d'ailleurs, cette idée de publicité que vous érigez en danger, le vrai danger, c'est plutôt celui de l'obscurité des décisions, de cet interstice qu'évoquait ma ministre Basquin. Parce que vous nous dites avoir peur des lobbies, mais c'est précisément dans cet interstice, dans cet inconnu que peuvent œuvrer les lobbies. Vous dites qu'en regardant sur YouTube le compte-rendu en direct, ils vont pouvoir avoir des informations, mais non. Parce qu'effectivement, ils ont déjà d'autres moyens dont ne bénéficie pas le peuple. C'est le peuple qui a besoin de savoir ce qui se passe sans médias, sans médiation. Et donc, finalement, je vois le gouvernement et l'opposition, je voulais réagir, qui s'offusque de ce que je dis, mais c'est simple. Aujourd'hui, par exemple, vous faites comme si c'était suffisant ce qu'on a comme dispositif. Mais non, il y a effectivement un compte-rendu fait par de la porte-parole, 2,5 000 vues en moyenne chaque mois. 2,5 000. 140 000 en moyenne sur la chaîne parlementaire. C'est quand même quelque chose qui me paraît nous rapprocher d'un enjeu démocratique majeur que de permettre à la plus grande part de la population d'accéder aux débats qui font notre démocratie. Et donc, j'ai eu peur au début de vos interventions que ce qui motive votre opposition, c'est un mépris pour le peuple. Et j'ai été rassuré parce que c'est tout à fait ce que vous avez développé par la suite finalement, pas de doute à avoir, c'est un mépris du peuple qui vous dirige. Parce que après on nous dit que le danger finalement c'est moins de faire de la publicité plutôt que le peuple lui-même. Le peuple est un danger, le peuple parce qu'il est indéfini, parce que c'est une foule, parce qu'il est incapable d'avoir les informations. Et après on a monsieur qui m'a précédé, qui vient faire des sauts de cabri pour nous expliquer que non, ce n'est pas un danger le peuple, pas du tout, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Monsieur, je suis désolé mais je n'aurai pas le temps. Cependant, j'aurais bien aimé prendre votre question et vous répondre, parce que ça aurait pu permettre d'unifier peut-être ce gouvernement qui n'a l'air d'avoir de la division en lui-même. Division que vous reprochez précisément à l'exécutif. Et c'est là l'erreur fondamentale. La division n'est pas une faiblesse. La division n'est pas un danger. Parce que vous le montrez très bien. Le peuple français est divisé. Et il n'a pas besoin d'une unité de façade. Il a besoin d'un réel dissensus. Assumé, vivant. De comprendre que la politique ne se fait pas au doigt levé, au doigt mouillé, avec des lobbies, mais qu'elle se fait précisément par des poids d'arguments qui ont été pesés. Et ça, c'est ce qu'a démontré mon ministre Pradel, finalement, avec toute son explicitation très bonne de comment est-ce que le regard du public permet d'avoir des meilleures décisions. Parce qu'un chef fort auquel vous semblez tenir, monsieur, ce n'est pas un chef qui est indiscuté, c'est un chef qui convainc dans la discussion. Et c'est ça que propose notre réforme. Alors, notre contrôle démocratique me semble tout à fait pertinent parce que l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés » que vous semblez faire le vôtre ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Parce que vous êtes trahi vous-même avec un paradoxe fondamental. Vous parlez de gouvernance, vous parlez de la place du peuple. Mais c'est précisément l'enjeu de notre mesure que de permettre la gouvernance horizontale et de permettre au peuple de retrouver sa place. Parce qu'il est parfois fort, parfois faible, votre peuple. Veuillez conclure. Je ne comprends pas vraiment, monsieur. Parce que votre exercice du pouvoir est étonnant. Parce que Jaurès, en 1903, déjà nous expliquait que la politique se fait avec le courage. Et que le courage n'est pas laissé aux mains de la force la solution des conflits. Le courage, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir, mais de les assumer. Nous défendons que c'est le débat qui fait notre démocratie et que c'en est la transparence qui en fera la grandeur. Et enfin, pour conclure ce débat, la secrétaire générale de l'opposition, Luna Martin. Un théâtre auquel nous venons d'assister, à l'image de ce que le gouvernement veut vivre chaque mercredi. Un véritable spectacle en 3 actes. Madame la ministre, messieurs les ministres, chers membres du jury, chers collègues, nous sommes tous d'accord sur un point. Les ministres sont là pour décider
et parfois de situations complexes, divisant les Françaises et les Français. Mais notre point d'accord s'arrête, semble-t-il, ici. La politique n'est pas une télé-réalité, et si le Parlement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, le devient de plus en plus, le Conseil des ministres se doit de rester sérieux. En somme, ce que vous proposez, c'est que le ministre de l'Agriculture débarque vesti d'un gilet jaune pour montrer son désaccord, et ensuite des montages TikTok seront faits avec une musique rythmée et cadencée. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Au nom de la liberté, de savoir et de la transparence, vous êtes capable de transformer ce qui fonctionne encore en un outil de campagne. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez expliqué que l'opacité et les discussions sont imposées et arbitraires. Mais j'espère que vous avez entendu et surtout écouté monsieur le député qui vous a justement répondu directement. La vulgarisation n'a que de mettre du « à peu près » dans ce qui devrait être du « précisément ». Pensez-vous que les questions sécuritaires ne concernent pas le ministre de l'Agriculture? Votre réponse a été de dire oui. Permettez-moi de vous contredire. S'il y a manifestation, c'est bien parce que justement, ce sont des sujets de société qui sont mis en avant par la société. La manifestation sur les bassines, l'abattage des troupeaux, ce sont justement des questions fondamentales de sécurité. Ensuite, monsieur le ministre du Renouveau démocratique, vous parlez de la théorie de la terreur. Je ne sais pas ce que vous avez inventé, enfin je ne sais pas comment vous avez fait, c'est pour ça que j'en suis perturbée, que vous avez inventé la machine à remonter dans le temps, mais je sais que vous avez du mal à comprendre mon collègue et notre député, mais pourtant il vous a répondu. Oui, je prends votre question. Madame, à l'ère du soupçon et des lobbies, comment pouvez-vous défendre l'opacité au cœur de notre exécutif? Je ne la défends pas. Je pense sincèrement que le Conseil des ministres n'a pas lieu d'être diffusé en direct parce que justement il y a un compte-rendu, un porte-parole. Vous dites justement les questions de sécurité vont être mises autre part qu'en Conseil des ministres. Et c'est vous seul justement qui proposez cette opacité en enlevant les sujets qui sont dans le Conseil des ministres et en les mettant à côté. Mais je continue à répondre à vous, monsieur le ministre du Renouveau démocratique. Comprendre la machine des délibérations, c'est encore prendre plus le risque de la décrédibilisation. Car oui, il y a des querelles, et oui, les doutes existent. Mais votre technique de tout filmer pour tout contrôler me fait penser à de fâcheuses dystopies. Excusez-moi monsieur, je n'aurai pas le temps de prendre votre question. Me fait penser à de fâcheuses dystopies telles que À deux succès, dont je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler comment cela se termine. Ensuite, Madame la ministre des Relations, vous parlez de mettre en lumière. Vous dites que nous pensons que les citoyens sont stupides, et puis ensuite, vous les comparez à des enfants, ou tels des parents, vous allez leur dire le pourquoi. Vous parlez de mécanismes de publicité, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous reconnaissez donc que le Conseil des ministres sera un endroit où les ministres, comme à la télé, feront leur campagne. Enfin, monsieur le rapporteur souhaite à la fin nous expliquer la mesure, sentant que son gouvernement a bafouillé tout du long. Vous parlez de deux enjeux différents entre le Conseil des ministres et le Parlement, mais pour nous, il y a un seul enjeu, c'est celui des citoyens et de la société. Sachez que c'est le cœur lourd que je prends la parole, car je ne pensais pas un jour devoir expliquer aux ministres eux-mêmes comment ne pas se saboter. Vous pourrez penser que parce que nous sommes de l'opposition, il est de notre intérêt que de voir ce gouvernement se tromper. Mais aujourd'hui, nous portons notre responsabilité en vous apportant notre aide. J'ose espérer que vos esprits ont été éclairés. Chers ministres, qu'est-ce que j'aimerais entendre vos messes basses de vos conseils, mais cette réunion de travail n'aura plus sa fonction première, travailler. Les beaux jours arrivent et les idées de vacances vous ont peut-être effleuré l'esprit. En tant que garde-fou aujourd'hui, je vous prie de nous écouter. Gardez vos folies, vos discussions calamiteuses et vos négociations diplomatiques à huis clos pour le bien et l'intérêt de notre nation. Merci.
Merci aux deux équipes pour ce débat. Le jury se retire pour délibérer. Ces délibérations, elles, effectivement, ne seront pas publiques. Bien de retour après ces délibérations privées, donc merci aux deux équipes encore pour ce choc. Je vais tuer le suspense d'entrée de jeu et commencer par la révélation de l'équipe gagnante. Et ensuite, mes deux co-jurés qui ne m'entendent pas à l'heure actuelle feront leur retour. Je le fais maintenant tout simplement parce qu'on est sur une faute toute simple de règlement, on est sur un hors-temps. On s'est posé la question de est-ce qu'on le faisait jouer ou pas. On a eu un unique mot, un merci après le veuillez vous rasseoir. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on compte, est-ce qu'on compte pas? C'est juste un mot, c'est juste un merci, c'est même pas de l'argumentation. Et après voilà, on s'est dit que le règlement c'était le règlement, que j'avais rappelé les règles en début de jeu, que si je finis le veuillez vous rasseoir avant le discours, c'est ça qui compte. Et donc en l'occurrence, la victoire d'équipe va à Assas à cause de sortant. Ça me paraissait être le plus judicieux comme décision, ne serait-ce que pour pas créer de précédent et pour que ce soit 100% clair sur les prochains matchs. S'il y a doute, il y a hors temps. Donc voilà, finissez vraiment vos discours avant les 5 minutes 15. C'est le plus astucieux pour vous. Je vais laisser mes co-jurés vous faire des retours. Et pour qu'elles puissent le faire, il faut que je leur envoie un message. À vous, point d'exclamation. On va parler, on aura des informations. J'espère que vous m'entendez tous et toutes. Oui, ça va du coup, je vais faire rapidement des retours à l'équipe du gouvernement, donc Révolte-toi, Assas. Je vais commencer par la forme, parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur la forme, parce que c'était très bien. Ça se voit que vous maîtrisez l'exercice et ça se voit que vous incarnez aussi vos positions, vos discours, c'est entre la forme et le fond, mais vos discours sont structurés, il y a des arguments, des exemples qui citent la plupart du temps. Enfin, là-dessus, j'ai très peu de choses à dire, c'est plus sur le fond et sur comment ce sujet a été traité. On avait le sentiment parfois à des moments, on avait le sentiment en général, que votre projet était bien, mais vous auriez pu aller plus loin. Genre, vous êtes resté un peu en surface. Et ce qui fait que l'opposition a pu quand même bien s'opposer et exploiter pas mal de brèches. Et notamment sur les questions, on avait l'impression que c'était un peu toujours le même genre de questions qui revenaient, avec toujours le même genre de réponse de CGD. Donc peut-être essayer de varier les types de questions, essayer de trouver d'autres brèches à exploiter auprès de l'opposition. Mais oui, vraiment, c'est ce qu'on vous enjoint à faire, c'est si vous faites un cadrage restrictif du sujet, il faut tout prendre en compte et expliciter vraiment le cadrage restrictif. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on entend que les conseils restreints soient pas publics, mais à ce moment-là, dites-nous tous les conseils restreints, parce que là, pour le coup, j'ai compris ce qu'était en gros le conseil des ministres, mais pas ce qu'il était précisément. Et c'est un peu de ça qui manquait parfois, c'était un peu de précision et de clarté sur des choses qui, au final, effectivement, sont très opaques, et que j'ai un peu mieux compris, mais j'ai pas non plus le sentiment d'avoir, de manière indépendante de mes connaissances personnelles, d'avoir totalement compris à la fin de ce choc. Malgré tout, merci pour le choc, ça nous a fait plaisir de vous écouter les deux équipes. Et je vais m'arrêter là et passer la parole à Valentine Parmaclan. Bonjour. Du coup, moi je vais faire des retours à CGD et après, de toute façon, si vous avez besoin, on pourra faire des retours un peu plus spécifiques, etc., même orateur par orateur. Du coup, par rapport à CGD, la faute du temps est particulièrement chiante, on va pas se mentir. Après, il faut quand même savoir que vous avez fait, il me semble, un seul choc sur ce championnat. Que c'est en fait la première fois c'est la première fois que vous avez aussi pas de chrono, etc. C'est des circonstances qui sont vraiment exceptionnelles au final au vu de votre équipe et du parcours que vous avez pu avoir dans le championnat. Et je trouve que du coup c'est vraiment dommage que ça peut être compréhensible par rapport à ça. Moi je trouvais que vous avez des bonnes oppositions pour l'équipe. Vous êtes bien opposés.
Et j'étais assez satisfaite de ça, même si ça a mis du temps à s'installer, objectivement. Au début, vous avez commencé, en tout cas pour les premiers orateurs, surtout commencé avec des grands concepts et des grands principes qui revenaient surtout sur le grand thème de la transparence et du conseil des ministres, etc. Et après, vos deux derniers orateurs se sont vraiment juste acharnés à expliquer les failles du gouvernement, et je trouve que vous l'avez vraiment bien fait. De fait, Luna, je trouve que tu as une lecture du débat qui était hyper pertinente et hyper intéressante. Ce qu'on attend d'une opposition, c'est vraiment qu'elle puisse pointer du doigt dès qu'il y a un problème, toujours, de ne jamais concéder un point, plus un fait qu'il y a une influence, etc. Et je trouve que au final, vous l'avez vraiment bien mis en valeur. Donc voilà, même si parfois sur la forme, ça pêchait quand même pas mal, même par rapport au code qu'on peut attendre du débat parlementaire un peu standard de la télé, mais sur le fond, pour moi, vous êtes vraiment bien battu. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment vous avez vraiment fait le taf d'une opposition qui doit s'opposer à un projet, et vous avez pris tout ce que vous avez à prendre dans ce donc voilà. Désolé que ça soit plus, du coup, ça ne peut pas vous apporter plus avec cette faute de temps, etc. Mais vous avez aussi de très bons adversaires, et je suis sûre que on vous reverra off cette année prochaine avec un vrai parcours, avec plein de matchs et pas de forfait toutes les 30 secondes. Voilà. Merci. Alors, je viens d'avoir une information que c'était pour d'annoncer le meilleur orateur ou la meilleure oratrice de ce débat. Et après moult discussions, nous avons choisi d'attribuer ce titre à Florestan. Mais on a trouvé que, alors déjà ton incarnation et ta forme étaient incroyables, tout ce qu'on pouvait attendre d'un deuxième député, et on a trouvé surtout que ton argumentaire sur le fond était hyper intéressant, parce que ça n'avait pas encore été plus que ça relevé, bien amené, bien argumenté, donc, et on a aimé en fait cet argumentaire. Ça fait tout ça. On a beaucoup de ta performance. C'est ça qui va donner le titre de meilleur orateur. Merci beaucoup. Je plus sois à tout ce qu'on dit, mes co-jurés. Voilà, je pense que vous avez été dans votre match. On pourrait des deux côtés avoir été plus ambitieux, je pense, en termes de diversité d'arguments. Je trouve qu'on avait assez vite compris le message principal que vous voulez nous donner, mais on aurait pu avoir plus de choses différentes et peut-être répondre plus rapidement aussi à ce qui a été annoncé des deux côtés. Voilà, donc c'est enthousiasmant, des pistes d'amélioration pour les prochains matchs. Il ne me reste plus pour conclure qu'à vous annoncer les dates de la demi-finale, car oui, c'est triste, les quarts de finale sont terminés, mais les demi-finales, elles, ne font que commencer. On se retrouve donc le 7 mai pour peut-être, non pas une, mais deux demi-finales, on ne sait pas encore. Il y aura peut-être soit une demi-finale le 7 mai, soit les deux. Ah non, Valentine m'a dit que c'était non négociable, je crois. Donc les deux demi-finales seront le 7 mai. Je vous le reconfirmerai, mais a priori c'est le cas. On aura donc Assas contre Olemo et HEC contre Liezeg. Rendez-vous le 7 mai.